Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Eco-Business, votre émission hebdomadaire consacrée au décryptage des dynamiques économiques. Au menu de cette édition, décentralisation, les défis du financement, les différents mécanismes d'appui aux collectivités territoriales décentralisées sont-ils en adéquation avec les besoins des populations à la base et conséquemment les charges des magistrats municipaux? C'est la principale interrogation de cette édition d'Eco-Business. Et pour éclairer notre lanterne, votre lanterne, mesdames et messieurs, ils seront 4 magistrats municipaux, 2 ici sur ce plateau et 2 du côté de la région du Nord, précisément la commune de Touboro, et du côté du littoral, l'ancien maire de Yabassi, fort de son expérience de 2013 à 2020. Dans cette commune et toutes les turpitudes qu'il a vécues, nous donnera également son appréhension de cette réforme de la décentralisation au Cameroun. Nous irons également du côté du Sénégal avec le docteur Niambaye, politologue expert en décentralisation, qui nous donnera également un aperçu de comment la décentralisation est menée dans ce pays. Avec votre permission, je m'en vais introduire le premier invité, celui qui nous fait déjà l'honneur d'être là en attendant le deuxième, le maire adjoint de Monatel, Célestin Betzigui, sur le chemin. Je m'en vais accueillir le maire de la commune de Yaoundé 7 et également président du syndicat des communes du département du Fundi, Augustin Tamba, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Comment se porte l'arrondissement de Yaoundé 7? Yaoundé 7 se porte bien malgré les calamités naturelles que nous subissons à répétition. Ça participe aussi de la vie. Je voudrais également dire que malgré également le problème de l'environnement sanitaire international qui mine le monde entier, et nous ne sommes pas en marche de cela. Mais au-delà de ça, je crois qu'on s'organise pour que la vie soit agréable et qu'on apprenne à vivre avec cette épidémie, mais tant au front et au combat. Alors, je profite pour vous demander justement comment vous luttez contre, vous engagez la riposte contre la pandémie de Covid-19 dans votre arrondissement, Yaoundé 7. Alors, c'est peut-être la énième fois que nous déclinons à peu près les activités qui sont les nôtres, des activités relatives à ce combat contre cette terrible pandémie. Je voudrais dire que nous avons commencé par prendre toutes les dispositions nécessaires conformément aux prescriptions du gouvernement, respect des mesures barrières. Nous sommes même allés jusqu'à la phase de répression pour faire marcher les opérateurs économiques et quelques acteurs de l'arrondissement qui n'acceptaient pas de suivre la voie tracée par le gouvernement de la République. Nous avons posé un certain nombre d'actions en direction des populations, en direction des chefferies traditionnelles, en direction des hôpitaux, en direction des écoles, en direction de certaines populations. Nous allons poursuivre cette activité. Je voudrais rappeler et dire haut et fort que vous savez très bien la riposte préventive aujourd'hui est très importante, étant entendu que la riposte clinique vient au moment où on est déjà atteint par la maladie. Elle coûte plus cher et parfois c'est le couloir de la mort. Donc nous avons la charge, et je voudrais également rappeler ce que nous avons entendu sur les plateaux de la CRTV, de tous les spécialistes, professeur Sogui et consorts, docteur Assiga, qui ont rappelé, qui ont d'ailleurs martelé qu'aujourd'hui l'épidémie est devenue communautaire. Donc nous sommes appelés à jouer un rôle d'avant-garde dans cette affaire
Nous avons fait le nécessaire, on a distribué des savons, on a distribué des seaux, on a été appuyé par le ministère du Commerce à un certain niveau, le ministère de la Communication en train d'emboîter le pas, mais nous regrettons quand même, il faudrait le dire haut et fort, que l'absence d'une stratégie commune, nous n'avons participé à l'élaboration d'aucune stratégie de défense dans le département du Fundi, alors que c'est une zone de grande contamination. Nous souhaitons que le gouvernement est en train de s'organiser et pour la mise en place de cette stratégie et également pour un appui substantiel qui pourrait nous permettre d'agir en amont pour sauvegarder, prémunir nos populations de cette terrible épidémie qui fait peur à tout le monde. Je voudrais également dire qu'il y a la rentrée scolaire qui arrive et qui nous fait frémir. La rentrée scolaire devrait être traitée avec beaucoup plus de précautions. Nous sommes à la tâche, nous sommes sur le terrain, nous allons désinfecter certaines écoles, collèges à partir de demain, mais j'avoue que nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout parce qu'il nous manque de moyens pour pouvoir remplir ces missions et nous espérons que dans les tout prochains jours, j'en ai la certitude, le gouvernement de la République va faire quelque chose pour nous soutenir et nous accompagner dans cet exercice laborieux qui nous préoccupe tant parce qu'il s'agit de la santé de nos populations, il s'agit de notre santé, de la santé de nos familles. Très bien. Actualité toute récente, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr John Ngouté, a reçu le Monseigneur Cléda par rapport à à son traitement à base de plantes naturelles. Vous pensez pouvoir emboîter le pas du gouvernement? Le chef de l'État avait déjà félicité l'initiative de Monseigneur Cléda. Vous pensez pouvoir emboîter également, intégrer la pharmacopée traditionnelle dans votre plan de riposte? Bon, je voudrais dire que la commune n'est pas dans son rôle d'emboîter, de faire des politiques de santé publique. Nous sommes là pour accomplir des missions de prévention, comme je l'ai dit. Les réponses cliniques appartiennent à la stratégie gouvernementale. Mais en ce qui nous concerne, on est né dans la pharmacopée. Moi, j'ai été soigné par mon arrière-grand-mère, même par ma grand-mère, que je n'ai pas connue, par mon arrière-grand-mère, par ma mère, etc. Je crois en la pharmacopée, je crois en nos herbes, en nos écorces, mais pourvu qu'on essaye quand même de comprendre, de régler un certain nombre de choses concernant les dosages, concernant l'intoxication, concernant... Mais aujourd'hui, c'est des techniques qui ont fait leur preuve. Je crois à nos écorces, je crois à la proposition de Monseigneur Cléda, au même titre que le Covid organique du côté du Madagascar. Qui d'ailleurs a fait ses preuves. Les résultats sont là, les patients peuvent témoigner. Madagascar, ils en ont parlé. Vous savez, la communauté scientifique internationale a ses avis, et l'OMS également, que nous respectons. Mais je pense également que nous avons vécu dans cet environnement aujourd'hui que nous ne pouvons pas nier les coups, l'omphole, le bongo et tous ces... L'artémisia. Là, ça marche. Et je vous dis, je peux te prédire que ça marche très bien. Ce que nous redoutons aujourd'hui, c'est ce rebondissement qui est dû par rapport à l'insouciance d'un certain nombre de citoyens. Je voudrais profiter de cette opportunité pour dire que le Covid est là, il vit avec nous, il est dangereux, c'est le plus grand tueur de l'heure. Il faudrait que nous respections les mesures édictées par l'OMS, par le gouvernement, et donc nous avons la modeste charge d'assurer le relais. Alors, avant de poursuivre cet échange, je vous propose, monsieur le maire, d'aller du côté de la région du Nord, précisément dans le département du Mayoré, dans la commune de Touboro, pour écouter le maire Célestin Yandal. Il nous parle en fait des difficultés, des contraintes en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19 et les véritables difficultés, les goulots d'étranglement en termes de mobilisation des ressources financières pour les communes en général et pour sa commune particulièrement. On écoute le maire de Touboro, on se retrouve pour la suite.
défi financier qu'ont les collectivités territoriales décentralisées est le véritable problème que les CTD rencontrent. Aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie qui nécessite la présence des élus locaux et leur présence en prenant des actes pour barrer la voie au Covid-19. Et presque tout le gouvernement regarde vers les collectivités territoriales décentralisées. Sans moyens financiers, qu'est-ce que ces collectivités feront? Moi, je dis qu'elles ne peuvent rien faire sans les finances. Donc, en ce moment où nous parlons, nous finissons déjà le deuxième trimestre de l'année budgétaire 2020. Les maires attendent jusque-là les reversements des centimes additionnels communaux, c'est-à-dire les ressources communales qui sont reversées à péréquation, on appelle centimes additionnels, ne sont pas reversés. Et chaque ministre ne fait que prendre des textes demandant aux maires de prendre des dispositions. Voilà la rentrée bientôt. On demande aux maires de désinfecter tous les établissements scolaires. Sans moyens, nous ne pouvons rien. Donc, on va peut-être penser qu'il y a les ressources locales, les impôts au niveau local qu'il faut collecter. Non, les impôts, nous sommes encore sous le coup même de l'exonération que, du fait du Covid, le gouvernement a demandé que les mairies ne doivent pas collecter un certain nombre de taxes et impôts pendant au moins un trimestre. Donc le problème, le véritable des maires, le problème, le véritable des collectivités territoriales décentralisées, c'est les finances. Si aujourd'hui, le gouvernement a décidé que les mairies doivent avoir 15% du budget, même s'il faut faire même un collectif budgétaire pour permettre à ce que cette disposition soit appliquée pour permettre aux mairies de fonctionner, il le faut. Mais s'il faut que les textes qui sont là ne sont pas appliqués comme par le passé avec les lois de 2004, ça ne vaut pas la peine. Parce que vraiment, toutes les charges, ce n'est que les collectivités territoriales décentralisées qu'on regarde. Pour ce qui nous concerne, depuis que la lutte contre le déclenchement de la croisade contre le Covid est lancée, nous n'avons pas reçu un seul copain pour dire que voilà, à titre d'appui, mais nous nous battons pour faire quand même, parce qu'il s'agit également de notre responsabilité de protéger nos populations. Donc, à mon humble avis, l'État doit véritablement prendre son courage pour permettre aux collectivités territoriales décentralisées de fonctionner. Retour sur ce plateau. Merci à la régie. Malgré les difficultés de connexion du côté de Touboro, nous recevons le deuxième invité, également magistrat municipal présent dans ce studio, Sa Majesté Célestin Bedigui. Bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, cher ami, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le bienvenu. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Comment se porte mon atelier? Un peu comme toutes les mairies, par temps de Covid-19. Nous n'avons pas de ressources. Et le peu de ressources que nous avions d'ailleurs, une décision entrant dans le plan de riposte du gouvernement, nous en prive pendant 2 ou 3 mois. Et je ne vous cacherai pas que cela nous met en difficulté. Sans oublier par ailleurs les difficultés qu'il y a à percevoir, ou les délais ou retards qui sont enregistrés dans la perception des centimes additionnels. Je dois dire que
il faut vraiment que la décentralisation ne soit pas seulement, disons, une intention ou un slogan. Je n'irai pas jusqu'à parler de slogan, mais enfin, pourquoi pas. Et qu'elle devienne quelque chose d'effectif. Comme le disait le maire de Touboro, à partir du moment où on parle de décentralisation, il faut bien qu'on s'entende sur ce que le transfert des responsabilités, des charges ou des missions qui s'opèrent au niveau central vers les collectivités locales décentralisées doit s'accompagner en temps réel d'un transfert de ressources. Nous sommes maintenant au 6e mois, nous allons engager bientôt le 6e mois de l'exercice. Le budget de l'année dernière avait, tout au moins la loi sur la décentralisation, avait préconisé que les communes recevront 15% du budget total. Maintenant, par quel mécanisme, on ne sait pas. Et quand est-ce que ça se fera, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous sommes rendus on est au milieu de l'exercice. Et ça pose de sérieux problèmes. Il faut vraiment que la responsabilité soit, la décentralisation soit une réalité, qu'on sente que derrière, il y a une réelle volonté politique pour qu'on fasse le travail que nous avons à faire. Parce que autant le Stade central a des responsabilités, il s'occupe ou il gère le pays tant bien que mal, beaucoup bien que mal, il faut quand même le dire ici, autant ils doivent comprendre que la charge de l'organisation de la vie quotidienne des populations incombe aux communes et qu'à ce titre, elles ont besoin de ressources. Parce que sans ressources, on ne peut rien faire. Très bien, nous avions commencé à évoquer l'implication des communes. Le maire de Touboro a rappelé toutes les difficultés qu'il vivait dans son arrondissement à pouvoir s'investir dans la lutte contre le Covid-19. C'est l'actualité. Comment vous déployez à Monatélé pour mener cette riposte à cette pandémie? Il faut dire que vous avez certainement dû entendre des bruits de casseroles venant de Monatélé au cours des dernières semaines, et justement parce que les moyens qui pouvaient être affectés à la riposte anti-Covid-19 n'étant pas disponibles, nous sommes obligés de frapper à toutes les portes. Pour moi, ce qui est important, c'est que mes populations aient des masques. Et vraiment, même si c'est le diable qui offre ces masques-là, je m'en vais prendre ces masques. Et je l'ai dit, je l'ai fait savoir. Et heureusement, lorsque le président de la République a pris parole le 19 mai dernier, il a tout à fait trouvé acceptable, dans une posture républicaine, le fait que, dans une situation comme ça, c'est votre interprétation. C'est ma compréhension. Et je pense que... et je crois je crois qu'elle est la bonne. Parce que quand même... Parce que le préfet de la Léquier... c'était une manière de le recadrer. De ralentir le zèle de certains fonctionnaires, de responsables de l'administration. Oui, parce que quand on connaît le président Biya, on se doutait bien qu'il n'acceptait pas ou qu'il n'agréait pas du tout les formes données à l'action de certaines personnes. On peut être une personne active, mais dans sa manière de faire, elle est toujours empreinte de finesse et surtout en gardant à l'esprit l'intérêt des populations, il est évident qu'il ne pouvait que prendre notre parti. Très bien. Rappelons que le prétexte de cette émission, c'est ce décret du 14 mai dernier signé du Premier ministre Joseph Diongouté fixant la répartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'exercice 2020, une enveloppe qui est globalement estimée à 49 milliards, soit 13 milliards pour la dotation générale de fonctionnement et 36 milliards pour la dotation générale d'investissement. Globalement, 1,32% des recettes de l'État seront dédiées à la décentralisation, au fonctionnement de la décentralisation cette année. Monsieur le maire, comment vous avez accueilli ce décret du Premier ministre? On est très loin des 15% prévus par le Code général des collectivités. Avant d'accueillir favorablement le décret du Premier ministre, avant d'en parler, je voudrais revenir un peu sur les propos du président Bédigui de tout à l'heure, là, s'agissant des 15% minimum
qui avaient été prévus dans le nouveau code et qui vont être activés. Je crois que je voudrais indiquer qu'une communication du gouvernement, notamment du Mindevel, a bien clarifié cette situation qui avait un décalage pour l'année 2021. Donc nous n'étions plus en droit d'attendre des retombées pour l'année 2020, ce qui est au grand regret pour nous tous. En tant que, vous imaginez, je dirige une collectivité locale décentralisée, la commune de Yaoundé 7 est une des plus pauvres de Yaoundé, donc c'est une manne que nous attendons avec beaucoup d'impatience. À cela s'ajoute des calamités naturelles, vous suivez l'actualité. Donc je pense que ce problème a été, le gouvernement a communiqué là-dessus. Et d'ailleurs, j'espère que nous allons en parler. C'est aussi pour nous l'occasion de penser à activer d'autres modes de financement pour faire jouer pleinement le rôle des communes, comme mettre en place une administration communale de nouvelle génération fondée sur un certain nombre de principes, de projets à valeur ajoutée, etc. Activer la coopération, mais l'encadrer, parce qu'il faudrait dire que il faudrait quand même en amont prendre un certain nombre de dispositions, réformes institutionnelles, réforme des institutions qui existent, le FECOM, etc. Bon, pour revenir maintenant au sujet qui nous interpelle, à savoir le décret du 14 mai 2020, je voudrais dire merci et qui dit merci en redemande. Nous étions déjà au courant à travers la loi des finances de l'enveloppe qui était allouée aux collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais dire que c'est déjà une avancée considérable parce que Paris ne s'est pas construit en un jour, mais je ne peux non plus jouer à l'avocat du diable. Nous savons, en tant que maire, nous savons qu'il y a des difficultés. Il y a énormément de difficultés. Je voudrais également relever ici qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ont négativement influencé la santé financière de notre pays. Vous savez, cette santé financière est hypothéquée par l'engagement de notre armée sur plusieurs fronts. Nous avons également des contraintes liées à la prochaine organisation de la CAN et la crise sanitaire internationale qui intervient brutalement et qui nous impose maintenant des comportements très difficiles. Et je voudrais d'ailleurs rappeler que les collectivités territoriales décentralisées, le maire de Touboro l'a dit tout à l'heure, souffrent en premier lieu parce qu'on a supprimé un certain nombre d'impôts dont la charge de collecte nous revenait. Donc, dans une localité qui déjà n'a pas un grand potentiel économique. Ce sont des activités très légères, l'élevage. Pour des collectivités comme celle-là, on est doublement sinistré. Oui, mais toujours est-il dit que quand quelque chose rentre dans la cagnotte, on a une ressource pour pouvoir dépenser, parce qu'un budget s'équilibre en recettes et dépenses et en prévisions. Donc il y a quand même une influence considérable qu'on ne peut pas négliger. Mais à ce que cela ne tienne, je crois qu'il faudrait peut-être se réajuster. Au vu de toutes ces contraintes, surtout celles de la Covid-19, nous sommes obligés de réajuster les choses et de revoir un peu nos budgets. D'ailleurs, ce n'est pas que la panachie camerounaise. À l'international, la France, les États-Unis, tous les pays vont s'ajuster. Ça, c'est clair. Mais maintenant, reparlons un peu du décret du 14 mai qui nous intéresse tant. Je voudrais dire que par rapport à la conjoncture actuelle, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose, au vu des contraintes que nous avons évoquées tout à l'heure. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on intègre les 15% minimum qui ont été promis, au moins en 2021. S'il y a des difficultés économiques, les budgets gérés par le pouvoir central peuvent également être gérés par les collectivités territoriales décentralisées. Nous ne ramenons pas la moisson à la maison mère, que cette gestion sorte des bureaux feutrés de la capitale pour rejoindre la base telle que l'a voulu le peuple camerounais tout entier, tel que l'a voulu le président de la République qui a promulgué la loi avec une rapidité exceptionnelle et légendaire. Je me rappelle, c'était le 24 décembre, pendant qu'on n'avait même pas encore commencé à boire notre apéritif de la fête de Noël. Le président, lui, il a pris tout son temps pour publier
la loi, pour promulguer la loi. Donc, nous revendiquons qu'on puisse mettre en place cette dotation-là, en même temps que nous avons dit merci pour ce qui est déjà fait, pour les efforts, parce que nous allons en progression. Et nous voulons également qu'on mette en place un dispositif exceptionnel, un dispositif d'exception pour rendre les communes capables de se prendre en charge. C'est ce que nous avons appelé administration communale de nouvelle génération. Administration communale de nouvelle génération, pourquoi? Parce que avec le nouveau code, nous pensons aujourd'hui que les communes, les collectivités territoriales décentralisées devraient être des moteurs de croissance. Et pour que les CTD soient des moteurs de croissance, il faut nettoyer l'environnement, il faut créer des opportunités, il faut encadrer, il faut accompagner. Il y a un arsenal qui doit être mis en place et on doit mettre les maires à contribution dans la réflexion stratégique, qu'on cesse de réfléchir sans les maires. C'est ce que je pourrais dire en attendant que... Célestin Bézigui, est-ce qu'on peut se contenter, on peut se satisfaire de ces contraintes endogènes, exogènes, la guerre au Nozo, la crise sanitaire, le conflit la guerre contre Boko Haram? Est-ce que c'est suffisant? L'État central, lui, n'a pas revu son train de vie. Alors justement, j'allais y arriver justement et dire qu'il faut qu'on sache exactement à quel régime on se met, ou si toute la famille se met au régime, ou la CUN est valable ou bien que la CUN n'est valable que pour certains. Ça pose un problème de fond, c'est-à-dire la véritable volonté de politique que peut revêtir la décentralisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous partons d'un système jacobin, c'est-à-dire très centralisé, et que de ce fait, ceux-là même qui jusque-là concentrent l'essentiel du pouvoir entre leurs mains, c'est-à-dire ici à Yaoundé, leur demander ou les mettre au centre de la mise en place d'un dispositif de transfert de compétences et de ressources n'est pas du tout, me semble, la chose qui peut porter les fruits que nous pouvons attendre. C'est pour ça que pour moi, déjà l'année dernière, dès que j'ai appris que le budget ne prévoyait que 15% du budget alloué aux collectivités locales décentralisées, j'ai eu l'occasion de dire que cela me semblait absolument insuffisant. Parce que nous avons, nous autres, les communes, au niveau des communes, nous avons à organiser la vie, les conditions de vie de 25 millions de Camerounais. Il faut en tenir compte. Alors, on ne peut pas poser sur nos épaules une responsabilité aussi lourde et puis ne nous donner que 15% de la cagnotte des ressources de l'État. J'ai trouvé que là, il y avait quelque chose qui devait être rectifié. Et moi, j'entends bien, dans les mois à venir, tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, on ne veut plus de moyens. À mon sens, vraiment de manière tout à fait théorique, je pense que l'État central peut se réserver 50% du budget de l'État et que les collectivités locales décentralisées se voient doter les 50% restants pour qu'on change les choses. Parce que je peux vous assurer que c'est à la base que le pays peut changer. C'est à la base qu'on peut faire changer les choses. Quand je me souviens, lorsque le président de la République avait débloqué, je crois, c'était une affaire de 300 milliards, c'était 300 milliards à peu près. Il y avait un plan d'urgence là, on parlait de 300 milliards. 900 milliards. 900 plan d'urgence triennal. Oui. 900 milliards. C'était 900 milliards. Alors, à l'époque, je m'étais dit, je n'étais pas encore maire, je m'étais dit, mais mon Dieu, c'est une opportunité extraordinaire. Si on avait pris tout simplement une calculette et on distribuait les 900 milliards là, on les divisait par 360 et qu'on affectait les montants concernés aux communes, je peux vous assurer, monsieur, qu'on aurait touché du doigt dans l'année ou les 2 années qui suivaient les changements qui se seraient opérés. Alors que lorsque l'utilisation de ces 900 milliards est restée au niveau central, on est en droit aussi aujourd'hui de se demander où sont-ils passés ces 900 milliards de francs-là. Donc, la volonté doit être affirmée de transférer aux collectivités locales décentralisées une portion beaucoup plus importante des ressources que celle qui est aujourd'hui retenue. Maintenant,
Quelle Quand on serait parle de- votre proposition? 15%, vous avez dit on va à 50%. Absolument. Moi, je pense que Et 50%. comment la répartition de cette dotation se fait? Et, Sur les 360, je crois vous êtes que... pour une répartition paritaire. C'est une proposition faite par certains hommes politiques, par exemple une dotation de 1, 2 ou 3 milliards par commune, en sus de la fiscalité locale. Non, je ne pense pas que ça puisse se faire de cette manière. Je crois que nous devons tenir chaque année une espèce d'états généraux des communes où chacun viendrait et présenterait le chapelet, tout au moins le carnet de projets qu'il a. Et on essaie de voir que coûtent ces projets et par rapport au potentiel réel qu'il a ou qu'il a la charge par ailleurs qu'il a en termes d'évaluer par rapport aux populations et à l'importance de la commune, on pourrait arrêter le montant qui convient à chacun. Mais parce qu'il faut absolument que le modèle même de gestion de ce processus de décentralisation épouse la formule bottom-up. C'est-à-dire que ce soit de la base, que les demandes émanent et non que les répartitions se fassent du sommet de manière, c'est-à-dire sans être ou sans se référer à des exigences locales. Parce qu'il y a des exigences urgentes que le sommet ne peut pas percevoir. Moi, par exemple, je viens d'une commune rurale, dans l'Iké, mais enfin, l'état des routes là-bas est tel que c'est une urgence absolue. Parce que si, notamment avec les pluies, si on n'a pas dans les deux... L'Iké qui est un grand bassin de production Oui, agricole, absolument. notamment Monaté, les Si, dans les 6 mois, on ne déploie pas des moyens logistiques importants pour remettre à niveau le réseau routier, cela peut avoir une incidence catastrophique, hein, y compris hein, des personnes qui vivent à Yaoundé, parce qu'il y aura de la nourriture dans les brousses qui ne pourra jamais arriver ici en ville. Donc, je dis bottom-up, c'est-à-dire qu'on prête plus oreille ou davantage oreille à ce que disent les communes, tant en ce qui est de leurs prétentions qu'en ce qui est de leurs besoins réels. Et que la gestion de ces ressources-là ne s'administre pas comme le Saint-Esprit qui tombe du ciel et on reçoit ça comme ça, on applaudit avant de demander mais on va me faire quoi avec ça là? Ou bien mais ça c'est trop peu par rapport à nos besoins. Très bien. Alors, Augustin Tamba, il y a dans la problématique de la répartition de cette dotation, la typologie même des communes. Vous êtes opposé à une répartition, une enveloppe paritaire, comme c'est le cas actuellement, 100 millions par commune, ni cette formule qui est proposée par d'autres, un montant un peu plus élevé, 1, 2 ou 3 milliards chaque année. Il y a la typologie, le classement des communes qu'il faut d'abord opérer en fonction de leur potentiel. Alors, je ne sais pas si c'est en fonction du potentiel, mais la définition pourrait peut-être épouser une autre figure. Il y a des communes géostratégiques, il y a des communes... Qui ont une situation géostratégique. Géostratégique, oui, qui ont une situation géostratégique. Je veux appeler Yaoundé, Douala, Limbé, Kribi, etc., Edea, peut-être. Mais la logique veut que Douala et Yaoundé portent quand même le plus gros fardeau. Ça, c'est clair. Au vu des contraintes de la population, de la densité de la population, de la misère urbaine ambiante et le chômage, il faudrait apporter des réponses. Misère urbaine qui est la conséquence également du fait que dans les collectivités en zone rurale, il n'y a pas d'opportunités. Ce lot de jeunes en quête de meilleures opportunités se retrouvent dans les centres urbains. La toile de fond de nos observations et de nos revendications est la même. Ça peut être peut-être l'analyse et l'exploitation et les propositions où on peut avoir des chemins différents. Le président Bédjiki et moi, je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de points de convergence également. Je voudrais donc dire qu'il y a des communes comme Douala et Yaoundé, il y a des communes, des chefs-lieux de région qui pourraient faire la deuxième catégorie. Et puis une troisième catégorie qui viendrait, Edea, Kribi, etc. Une troisième, une quatrième, pourquoi pas 5 catégories. Pour être logique, la répartition actuelle me pose un problème. Et je crois que nous discutons entre nous, les maires, ça pose un sérieux type de problème d'équité dans la répartition. Quand vous donnez 100 millions de francs comme on les reçoit aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Mais la relativité de la quantité ça dépend de là où on se situe. La commune de Ngomedjak, par exemple, où j'ai fait mes études secondaires, partiellement. Que vous connaissez donc très bien. Que je connais très bien, recevrait très bien cette cagnotte
pour faire un certain nombre de projets significatifs et qui peuvent marquer la société. Mais quand on reçoit 100 millions à Yaoundé 7, on dit merci, on fait quelque chose, mais c'est une goutte d'eau. C'est une poignée de sel qu'on jette dans la mer. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être relire. Nous demandons peut-être au gouvernement de revoir un peu comment est-ce que cette péréquation s'opère et de faire une classification des communes en fonction d'un certain nombre de critères. Oui, et justement, alors vous me donnez l'information là, quelle est donc la clé de répartition qui est retenue ou qui est proposée? Alors, pour la dotation 2020, elle est globalement de 49 milliards 900 millions. Pour le fonctionnement, 13 milliards 900 millions. Et la dotation générale pour l'investissement, 36 milliards. Oui. Voilà. Voilà. Et on parle de 100 millions de francs. Par commune. Par commune. Oui. Non, ça ne saurait se faire, ça ne saurait s'appliquer de manière aussi, comment dirais-je, aussi neutre, non? Il faut choisir le critère que l'on peut, le critère qui puisse être le plus objectif possible pour appliquer à la clé, pour utiliser comme clé de répartition. On peut par exemple prendre le critère démographique. Par exemple, on dit ça va être si l'ensemble de la population est de 25 millions d'habitants, on voit quel pourcentage de la population à chaque commune. Et c'est ce pourcentage-là qui est appliqué sur la dotation générale pour définir le montant que dont cette commune-là pourrait bénéficier. Ça peut être une approche, même si à côté de cela, on peut mettre en place une petite réserve qui, elle, va satisfaire les exigences liées au caractère spécifique de certaines communes. Mais il faut qu'il y ait une base qui, quelque part, s'appuie sur des éléments identiques, sur toutes c'est-à-dire un critère qui est valable pour toutes les communes. On va dire, moi, je vis. Certaines communes de l'arrière-pays pourraient s'opposer à cette formule en disant que, par exemple, les grands centres urbains ont l'avantage d'une fiscalité locale plus productive par rapport à elles qui sont dénuées de ressources ou d'un potentiel économique plus important. Dans ce cas, peut-être il faut envisager une équation avec deux variables. Hein. Il y a d'abord une première variable qui soit le poids démographique de chaque commune, et puis une deuxième variable qui soit la prise en considération des facteurs comme celui que vous énoncez. L'indice de pauvreté, par exemple, et puis l'infrastructure, l'état de l'infrastructure, la densité de l'infrastructure et son état. Moi, je crois que des choses comme ça. On doit pouvoir trouver 2 ou 3 variables sur lesquelles tout le monde s'entend, oui, mais qui seraient pondérées, hein, qui permettraient que les problèmes soient pondérés. Juste. Oui, selon les communes. Parce que 100 millions pour toutes les communes, moi je dis... 100 millions par commune. Par commune, je veux dire, c'est-à-dire 100 millions par commune, moi je dis, logiquement, ça ne se justifie pas, hein, que ce soit cette approche-là qui soit retenue. Peut-être que comme c'est une mesure où on est dans une période transitoire, ça peut se comprendre, mais il faudrait peut-être qu'à l'avenir, ou pour l'année prochaine, qu'il y ait une réelle concertation avec les maires et que nous trouvions une clé de répartition qui intègre 2 ou 3 variables, peut-être même 4. Je voudrais rappeler que c'est un rebelote, parce que l'année dernière, déjà, c'était la même chose. Et je pense qu'effectivement, qu'en 2021, on va peut-être mettre en place avec l'avènement des 15%, on va changer. Étant entendu d'ailleurs que le critère densité de la population est un critère relatif. On a fait le dernier recensement il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'ai oublié. Les données sont fausses. Aujourd'hui, il y a des communes qui ont une forte capacité d'encaissement des populations, qui ont triplé leur population. Donc, sur quelle base on devrait faire? Il faudrait peut-être mettre des critères de base minimum et tenir compte, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dont la densité sur la valeur que nous avons, qui peut être factuelle, qui peut être juste, je n'en sais rien. Il faut l'état de l'infrastructure, la densité de l'infrastructure, l'indice de pauvreté, etc., etc. Bref, nous sommes d'accord, nous partageons cette approche qui veut qu'il y ait des critères plus objectifs et
d'équité. Alors, à tous les deux, je vais poser la question qu'on aille de manière, on va dire, séquencée. D'abord, le volet fonctionnement, principal critique, souvent formulé à l'endroit des collectivités territoriales, c'est qu'on ne peut pas engager un lot important de ressources financières eu égard à la faiblesse de la qualité des ressources humaines, la qualité des magistrats municipaux. Est-ce que sur ce volet, Augustin, je commence par vous, je vois réagir. C'est une non, je ne veux pas violer l'ordre. J'ai vu que le président dit lui, c'est un ancien maire, donc il a une plus grande... Il a une plus longue expérience. Les magistrats municipaux ne sont pas toujours à la hauteur des engagements attendus. Alors, je suis très inquiet et très préoccupé. Vous avez parlé de la qualité des hommes, la ressource humaine. Vous parlez de la qualité des projets. Il faudrait qu'on soit d'accord. Nous voulons faire la décentralisation. Il y a des règles pour faire aller vers la décentralisation. La décentralisation est en marge en Afrique, puisque nous sommes en Afrique. En Afrique de l'Ouest, en Afrique australe. Il y en a qui sont allés déjà à 52%, comme l'Afrique du Sud. Le Kenya doit être à 35%. Et d'autres pays caracolent à 20-25%. Le Cameroun, qui a un potentiel économique important, qui est un grand pays, se projette à 15%, nous attendons encore. Mais je pense que dire que nous n'avons pas une ressource humaine à niveau pour pouvoir gérer 15% du budget de l'État, c'est faire injure, pardonnez-moi, c'est faire injure à ceux-là même qui dirigent les collectivités territoriales décentralisées. Vous avez un exemple patent sur ce plateau. Vous avez le deuxième adjoint, le premier adjoint, tant pour moi. Le premier adjoint à Monatélé, maire de Monatélé, le président de Bidjigui, qui est un économètre de renom, qui est connu par ses compétences, mais qui est là. Une expérience internationale. Reconnue, qui est un expert. Ancien directeur général d'une société. Le CV parle de lui-même. Je ne vais pas parler de sa formation académique, il vendrait bien lui-même. Donc, qui se retrouve accepté d'être premier adjoint de la mairie de Monatélé. C'est par souci, c'est par ce nationalisme ambiant. Il est poussé par cette ferveur pour pouvoir se rendre utile, rendre service à ces populations, lutter pour le Cameroun, pour les mutations. C'est à Yaoundé. Regardez ceux qui dirigent les collectivités territoriales Certains sont des anciens au cadre de l'administration centrale. Il y a des anciens au cadre de l'administration. À l'ouest, vous avez la majorité des hommes d'affaires, des industriels qui ont réussi et qui ont fait leurs preuves. Je crois que le personnel qui dirige nos communes est à niveau. Mais en réalité, on est en train d'oublier régulièrement une chose quand on évoque cela. C'est que les bases s'opèrent par localité et que toute l'élite participe ou encadre cette compétition. Dire que les conseils municipaux sont mal structurés, je dis non. Les conseils municipaux aujourd'hui ont la densité intellectuelle humaine, en ressources humaines qu'il faut. Et les choix sont démocratiques à l'intérieur des conseils, mais bien entendu en fonction des poids politiques. Monsieur le président Béziki serait certainement en train de caracoler à d'autres niveaux. Je respecte le maire de Monatélé qui est un frère et qui est d'ailleurs aussi très compétent. C'est pour prendre un exemple par rapport à ce que nous sommes en train de développer sur ce plateau. Donc je crois qu'il faudrait qu'on arrête. C'est un faux procès. Et oui, il faudrait qu'on arrête. Nous avons la ressource humaine nécessaire. Et s'agissant même du déploiement opérationnel par rapport à la gestion des ressources éventuelles, l'encadrement administratif peut être automatiquement activé par la mise à disposition au niveau des collectivités territoriales décentralisées du personnel administratif et des services déconcentrés de l'État. Il s'agit de prendre un texte
pour que ce soit opérationnel le lendemain. Ça, c'est de la mauvaise foi. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La qualité des projets, parlons-en. Mais pour parler de la qualité des projets, il faudrait parler d'une plage de financement. Avant d'en venir au projet, précisons qu'effectivement, la plupart des collectivités territoriales n'ont pas la capacité de recruter, au-delà du personnel qui peut être mis à disposition, des ingénieurs ou un personnel ayant un certain background, parce que les ressources ne suivent pas toujours. Alors, voilà, vous posez la question et vous répondez en même temps. Parce que si on nous affecte les 15%, je ne suis pas bon mathématicien ou je ne sais même pas faire l'arithmétique, je crois qu'on arriverait peut-être à... Pour ce budget, un peu plus de 500 milliards. 500 milliards de francs contre 360 collectivités. Vous imaginez cette manne. On prendrait peut-être 10% pour gérer des dépenses de fonctionnement. Et pour une commune qui a 1 milliard de francs, c'est 100 millions de dépenses de fonctionnement additionnelles aux ressources traditionnelles. Alors, cette commune... que le fonctionnement est plafonné à 40... Bon, mais moi, je suis à 10%. Alors, je ne suis qu'à 10%. Ça veut dire que cette commune peut recruter des ingénieurs, des économètres, des environnementalistes, des géomètres, etc., des informaticiens, parce que nous inscrivons dans une logique de modernité. Donc, automatiquement d'ailleurs, l'école des travaux publics, l'école polytechnique et toutes ces écoles auront besoin de recruter, de lancer des concours, des promotions spéciales pour tripler, quadrupler le recrutement des étudiants. Ça va faire une révolution dans notre République. Il y aura une révolution. Le grand chantier dont a parlé le président de la République peut être implémenté si on opère ce transfert de ressources financières en direction des collectivités territoriales décentralisées. Nous aurons du grain en moudre. Essayons, nous allons ajuster, nous allons corriger au fur et à mesure s'il y a des difficultés. Alors, et d'ailleurs, je voudrais prolonger, m'inscrire dans la suite de son raisonnement, parce qu'il y a un problème de fond qui se pose. Est-ce que la volonté de décentraliser, c'est accompagné d'une réelle volonté de déjacobiniser de déjacobiniser l'administration dans notre pays? Parce que, quelque part, il y a comme soit un double emploi, soit des structures parallèles, alors que... se greffer à ces ressources dédiées directement aux collectivités. Oui, alors que le corps même de la mission est le même. Je prends une commune comme Monatélé ou un arrondissement comme Monatélé, parce qu'on peut l'appeler commune ou arrondissement. Le gros avantage, c'est que l'un se superpose à l'autre. Mais d'où vient-il que vous avez le sous-préfet? Ce qui n'est pas toujours le cas, petite précision pour toutes les communes, parce que parfois on a la localité principale et il y a d'autres localités qui viennent se greffer. Prenons c'est le cas général. Oui. On parle au cas général. Alors, vous avez le sous-préfet. Dernièrement, le 1er mai, j'étais assis à côté de madame le sous-préfet de Monatélé en lui demandant, mais madame, vous avez combien de personnes là-bas à la sous-préfecture? Elle me dit, oh, nous sommes 4 ou 5. Mais vos délégués, les délégués d'arrondissement quand même, ils vous rendent compte. Elle me dit, mais je les vois très rarement. Voyez-vous, cette dame, le sous-préfet, elle est censée être la patronne de cette administration d'arrondissement, mais elle ne les voit pas du tout. Mais nous autres, à la mairie, nous avons comme mission de satisfaire des besoins du terrain, quotidien, ainsi de suite. Et là, on peut dire que nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines. Mais alors qu'en face, il y a des ressources humaines dormantes. Alors, c'est pour ça que je demande, est-ce que vraiment la décentralisation s'est accompagnée d'une réelle volonté de déjacobinisation? Parce que si on est dans le modèle américain, le sous-préfet n'existerait pas. Le maire serait le chef de terre. Et toutes ces administrations sectorielles-là, elles seraient rattachées à la mairie. Voyez-vous? Parce que là, il y a un double emploi.
Nous avons à la mairie des gars qui s'occupent des grands travaux. Nous avons des gars qui s'occupent de tel aspect, l'environnement, ainsi de suite. Dans le même temps, il y a dans la ville un délégué à l'environnement, un délégué à telle chose ou un délégué à telle chose. Alors, cette loi-là, déjà, elle manifeste une intention, mais nous devons l'approfondir, voir exactement qu'est-ce que nous voulons. Parce que si nous voulons vraiment décentraliser, il faut que cette décentralisation ne s'arrête pas à l'intention, qu'elle devienne effective, notamment par la mise en commun des ressources, la mise à disposition des collectivités locales décentralisées, des ressources humaines qui sont disponibles sur son territoire. Et donc, on rattache les délégués d'arrondissement, qu'on les place sous l'autorité du maire. Ça, c'est le modèle américain, ça. Et c'est efficace. C'est efficace. Et ça démarre tout de suite. Et ça démarre tout de suite. Et moi, je dois dire que je pensais que c'est ce qui allait se faire. Qu'on allait prendre tous ces gens, la fameuse fonction publique locale. Moi, je pensais que, justement, elle allait consister à transférer ces personnes qui sont au niveau des délégations d'arrondissement aux fonctions publiques locales, pour ceux qui le choisiraient, et que ces personnes auraient à travailler sous la houlette du maire. Au lieu maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous, les maires, on est obligés presque d'aller courtiser ces gens-là, ils font un travail sur notre territoire et dans l'intérieur de nos populations, dont nous assumons, alors que ces missions-là, nous en sommes responsables, c'est nous qui rendons compte devant les populations. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je voudrais avec vous qu'on puisse passer en revue les différentes déclinaisons, notamment de cette dotation générale de fonctionnement. Nous sommes encore à la phase du fonctionnement. On a par exemple au registre de cette dotation la rémunération d'abord des magistrats municipaux évaluée à 3 milliards de francs, la provision pour rémunération du président et des membres du bureau des conseils régionaux estimée à 2 milliards, provision pour démarrage de fonctionnement des conseils régionaux pour cette année estimée fixée à 5 milliards de francs, le fonctionnement du Conseil national de la décentralisation 215 millions, le fonctionnement du comité interministériel des services locaux 250 millions, le fonctionnement de la commission interministérielle de coopération décentralisée estimé fixé à 40 millions, fonctionnement du comité chargé du suivi des procédures relatives au paiement du traitement de base des exécutifs des communes, des présidents et membres des bureaux de conseils régionaux, 30 millions, impression et diffusion de l'indice de développement local et du code général des collectivités territoriales, 40 millions, financement des séminaires d'imprégnation des nouveaux élus et des acteurs opérationnels, 300 millions, appui au programme national de formation au métier de la ville, 60 millions, appui au syndicat des communes, 50 millions, appui à la mise en place des bureaux d'emploi municipaux, 50 millions, appui à l'intervention des services déconcentrés de l'État, apportant leur concours aux communes et aux communautés urbaines, 600 millions. Dépenses de fonctionnement spécial ou d'urgence en faveur de certaines communes ou communautés urbaines, 2 milliards 100 millions de francs, soit un total de 13 milliards 900 millions de francs cette année pour l'exercice 2020. Augustin Tamba, vous qui êtes ancien, alors est-ce que c'est pas cette pléthore de comités, de commissions qui vient greffer finalement les ressources dont ont besoin les collectivités territoriales? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de comités pour cette décentralisation? Bon, alors, je pense que vous m'amenez là sur un terrain qui devrait peut-être critiquer le décret du Premier ministre. Cet exercice n'est pas du tout de mon goût. Mais qu'à cela ne tienne, je donnerai mon avis et un avis objectif. Je pense que ce n'est pas ce traitement que je trouve d'ailleurs mineur qui peut gêner le développement de la décentralisation. Nous sommes encore sur la phase, du fonctionnement. Nous allons attaquer le volet investissement. Sur la phase fonctionnement, on se rend quand même compte que certaines charges viennent quand même absorber une proportion importante de ces 13 milliards. Rien ne peut se faire sans une réflexion stratégique. Et je pense que les différents comités mis en place, c'est pour réfléchir, pour accompagner, pour encadrer, pour réfléchir sur les réformes institutionnelles et pour que nous soyons inventifs. Au-delà de la rémunération des magistrats municipaux, estimée à 3 milliards pour cet exercice 2020, les 10 autres milliards, c'est pour tous ces comités
commission interministérielle, ça fait quand même beaucoup. Ben, Pour vous qui avez besoin de la ressource humaine, Bon. d'un certain niveau de compétence, le gros de cette enveloppe va dans ces commissions. Mais je pense que, je l'ai dit et je le redirai toujours, la décentralisation est un processus. Elle nécessite d'être bien menée et bien réfléchie. Ça fait quand même une décennie que nous... Bon, ça fait une décennie et je vous rappelle qu'en France, pour arriver au niveau où la France est aujourd'hui, il y a eu 300 décrets et 33 lois. 300 décrets et 33 lois. On pourrait compléter en disant que la décentralisation dans certains pays, tels qu'en Espagne, c'est un processus qui va déjà à plus d'un demi-siècle. Le Cameroun doit-il s'offrir le luxe d'attendre plus d'un demi-siècle? Alors, je ne suis pas dans cette logique. Je suis en train d'expliquer quelque chose de fondamental. Vous m'avez posé une question, Tout à fait. à savoir pourquoi des comités, pourquoi des commissions. Est-ce que c'est pas Ça, excessif? je ne Sur suis 13 pas milliards, sûr. 10 milliards vont pratiquement... Je voudrais dire ici haut et fort que le ministère de la décentralisation a fait un travail héroïque sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en mettant en musique la réflexion qui a été faite au Palais des Congrès par tous les Camerounais. Et je voudrais d'ailleurs évoquer celle qui a été faite par le concert des maires, toujours au Palais des Congrès, convoqué par le Mindevel. À l'issue de toutes ces réflexions et de ces rencontres, nous avons jugé, le gouvernement de la République a jugé utile de restructurer, de réorganiser le travail. Un nouveau code a été mis en place. Il faut l'accompagner avec un certain nombre de lois et règlements. C'est nécessaire. Je vous ai dit, la France, c'est 300 décrets et 33 lois qui ont été mises en... Nous ne sommes qu'au début. Et je pense d'ailleurs que le processus est accéléré, peut-être parce que nous profitons de l'expérience déjà des autres pays, de la vieille Europe, etc. Je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème se situe dans un autre cadre, s'agissant du financement des collectivités territoriales décentralisées. C'est un élément de financement. Nous sommes... C'est un élément de... C'est deux volets, le fonctionnement et l'investissement. Nous sommes encore à la phase du fonctionnement. C'est un problème de financement. Je répète et je le redis. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des bons textes, il faut qu'il y ait des bonnes réformes. Je voudrais saluer aujourd'hui une institution comme le FECOM qui s'est modernisée et qui aujourd'hui apporte des réponses. Mais si on n'avait pas réformé le FECOM, si on n'avait pas rendu cette institution plus ambitieuse, avec une multiplicité de guichets, le FECOM n'interviendrait pas aujourd'hui avec beaucoup plus d'efficacité. Donc la réflexion stratégique est fondamentale et importante pour alimenter le processus de financement du fonctionnement de la décentralisation. On ne dit pas non, c'est peut-être le poids de toutes ces institutions qui pose problème. Je vous pose une question précise. Sur une rubrique appui à la mise en place des bureaux d'emploi municipaux, 50 millions, bureaux d'emploi... bureau d'emploi, le syndicat, vous voulez dire. Bureau appui à la mise en place des bureaux d'emploi municipaux. La section 13, 50 millions. Est-ce que dans votre commune, on a un bureau d'emploi municipal? Bon, alors, les emplois municipaux. Je pense que c'est pas... Les gens se sont assis pour réfléchir. Je ne pourrais pas démolir ce qui a été fait en un revers de main. Et 50 millions, ce n'est pas tout à fait significatif. Nous avons besoin... Nous avons des besoins de libérer des énergies, de trouver d'autres niches de financement, de permettre aux collectivités territoriales décentralisées de se prendre en charge, de jouer pleinement leur rôle à travers un certain nombre d'instruments. Nous allons aborder le volet des investissements. Avant que le maire Célestin Bédigui ne prenne la parole, je peux vous interroger sur une autre rubrique également. Je voulais peut-être reprendre ma copie. Les 300 millions qui sont dédiés au financement des séminaires d'imprégnation des nouveaux élus et des acteurs opérationnels des collectivités territoriales. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que vous ressentez cet appui en termes de renforcement des capacités? Tout à fait, oui. À chaque début de mandature, par région, il y a des formations qui se tiennent
nous allons généralement à l'ENAM, à l'École nationale d'administration des entreprises. Et puis, on a des panélistes de très, très bon niveau, des formateurs de très, très bon niveau qui viennent nous entretenir. En plus, il y a des jeux questions-réponses. On donne des manuels de procédure qui sont imprimés. Ça fait des impressions. C'est sur 360 communes. Et puis, on distribue. Et nous aussi, on va dupliquer pour donner aux conseillers municipaux. Je pense que tout ceci a un sens. Et je crois d'ailleurs que cette provision n'est pas suffisante. C'est un des équipes. Oui. Alors, vraiment, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire, cette décentralisation et les ressources qui sont mobilisées sous son prétexte, à qui profite-t-elle? Est-ce qu'elle profite à toute cette bureaucratie, toute cette technostructure qui absorbe une part aussi importante des ressources? Ou bien alors, est-ce qu'elle profite à ceux-là qui l'animent sur le terrain? Parce que c'est 13 milliards pour le fonctionnement. On parle de 3 milliards seulement pour les magistrats municipaux. Alors, peut-être les gens sursauteront. Je suis adjoint au maire. Est-ce que vous savez quel est le salaire d'un adjoint au maire, cher monsieur? C'est 150 000 francs. Alors, comment veut-on attirer ou avoir à la mairie en leur imposant la résidence, ils ont une obligation de résidence, des personnes de talent, pour une rémunération aussi, je pourrais dire, squelettique. Pourquoi quelqu'un gagne 5 millions de francs, vous venez faire un travail, on vous dit vous gagnez 150 000, et lorsqu'on débloque 13 milliards, mais vraiment, il faut se demander, finalement, est-ce qu'on apprécie bien la responsabilité que certaines personnes ont? Parce que c'est très important, et c'est là-dessus qu'il faut insister, parce que ce qui a été fait là, c'est certainement le fruit d'une longue réflexion, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'on revoie, on se repenche tous là-dessus, et que le ministre accepte que des observations soient faites. Comme vous l'avez dit, on est obligé de respecter un travail, c'est un travail qui a été fait, il a été fait par les gens de l'administration centrale, en consultant certainement certains maires, ou quelquefois, mais je crois que le centre de gravité de ce budget devrait plutôt être remonté vers le haut, plutôt que d'être... Précisément la rémunération des magistrats municipaux. Pourquoi pas? Plutôt que d'être dilué dans toutes ces commissions et tous ces comités-là, dont vraiment l'utilité peut parfois être difficile à appréhender. Alors on se dit, on commence quelque chose, admettons que ça puisse susciter quelques interrogations, mais il faudrait quand même qu'à l'avenir, on regarde ça de plus près, parce que quand même, à partir de 13 milliards, et puis, voyez un peu comment ça se reproduit là. En fait, apparemment, la décentralisation semble servir beaucoup plus à mettre en place une bureaucratie budgétivore, parce que quand on voit de quelle manière sont réparties les ressources, on peut être tenté de... Ce sont des ressources qui reviennent encore à la haute administration. Oui, c'est toujours ça. Il faudrait que, sans être vraiment négatif, on se dit, OK, c'était un coup d'essai, il faudrait que l'administration centrale, l'administration de tutelle, revoie les choses et tout au moins écoute un peu les préoccupations de ceux-là qui, eux, sont au front, pratiquement les mains nues, le dos au mur. Très bien. Dans quelques instants, nous allons écouter la contribution d'un ancien maire, le maire de Yabassi. Il était en fonction de 2013 à 2020. Mais avant de prendre sa contribution, nous allons lire quelques premiers messages. Bonsoir le plateau. Sur la dotation faite par l'État aux communes, je voudrais d'abord dire que le maire Tamba sache que la maire de Yaoundé 7 n'a pas plus de problèmes qu'une commune comme celle d'Okola. Il y a d'autres éléments qui comptent, la superficie, le degré de pauvreté, oui, ça a été dit. Par rapport à ces éléments, pourquoi pourrait-il penser que sa commune mériterait plus que celle des zones rurales? Très bonne question. Partout où il y a des hommes, il y a les mêmes problèmes. Luc, bienvenue au Nana. Alors... bonsoir Serge, bien interpellé. Effectivement, Augustin Tamba est bien maire de Yaoundé 5. C'est un avis à la régie de Yaoundé 7 à la régie, non de Yaoundé 6. C'est à communiquer. Merci à vous.
Bonsoir Serge et à tes débatteurs. Question au maire Tamba. Y a-t-il une inadéquation entre la dotation des fonds aux collectivités territoriales et l'implémentation des projets des maires dans leur commune? Question au maire adjoint Célestin Bédigui. Les batailles entre Jacobins et Girondins inhibent explique-t-elle seule la lente implémentation de la décentralisation dans notre pays? Salomon Efemba Olé. Je commence par vous, la dernière question. Oui, je crois que c'est une réalité. C'est une réalité. La volonté de l'État central d'inféoder, de garder la même mise sur les collectivités locales décentralisées. J'en ai parlé au ministre Mindevève. Je lui en ai parlé. On dira qu'il a un verbe d'opposant. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous prenez cette loi, je crois d'ailleurs en trouver un exemplaire ici, et que vous regardez l'article 76, je ne sais pas si le maire Tamba a vu cet article-là. La loi sur le code général... Oui, voilà. Voilà, non. Prenez l'article 76. Très bien. Prenez l'article 76. Et là, vous verrez à quel point l'esprit jacobiniste demeure. Lisez un peu. L'article 76. In extenso, il est... Alors, par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, demeure soumis à l'approbation préalable du représentant de l'État et transmis au responsable local du ministère chargé des collectivités territoriales les actes pris dans les domaines suivants, les budgets, les comptes, Voilà, les actes pris dans les domaines suivants. Alors, vous voyez, en vérité, on se rend compte que les pouvoirs que l'on croyait avoir été transférés aux collectivités territoriales décentralisées, finalement, sont soumis, c'est-à-dire les pouvoirs, l'implémentation de ces pouvoirs-là est soumise est soumise à un avis, à une approbation préalable du représentant de l'État. Mais alors, ça veut dire que rien que cet article-là fait peser sur ce texte le soupçon que cette décentralisation que l'on a proclamée ne s'être pas dépouillée de cette volonté de garder le contrôle que la bureaucratie, la technocratie ou la technostructure centrale a. Parce que rien que cet article dessaisit les maires de toute indépendance, une grande partie de l'indépendance d'options qu'ils peuvent prendre dans le cas de la gestion de leur pays. J'en ai parlé au ministre de la décentralisation lorsque je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, votre texte là est beau, hein? Moi je vous tire mon chapeau, vous avez réussi à produire un texte de 500 articles en si peu de temps. Mais j'ai trébuché sur un article, l'article 76, où il est dit que en des matières aussi simples que les budgets ou toute autre chose, l'accord préalable, a priori, de l'autorité de l'État est requis. Alors, où est la décentralisation, là? Alors, des domaines censés être des domaines de souveraineté des magistrats municipaux. Des municipalités. Alors, discrétionnaire, ça veut dire des pouvoirs discrétionnaires. Maintenant, on les soumet à nouveau. Et c'est dans la loi. C'est l'article 76 de la loi. Et quand vous regardez, vous parcourez cette loi-là, vous allez remarquer qu'il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de renvois à des décrets d'application qui devront être pris. Et vous remarquerez que ça porte toujours sur des domaines où l'exécutif communal pouvait avoir quelques pouvoirs. On dit, attention, mais un décret doit être pris pour limiter telle chose et telle chose. Le jacobinisme n'a pas encore complètement quitté l'esprit dans lequel ceux-là qui organisent notre décentralisation travaillent. Et il revient au maire de se battre pour élargir le champ le champ de la liberté d'action qui devra être le leur. Un autre message, bonsoir à tout votre panel. Je vous félicite pour le thème qui est d'actualité. Moi, j'ai une proposition pour les collectivités territoriales. Au-delà des paiements tardifs des CAC qui est à déplorer, nos municipalités doivent faire davantage preuve d'ingéniosité en matière de recherche de finances. Dans le cadre de la coopération décentralisée, de nombreuses institutions nationales et internationales, on y reviendra d'ailleurs, financent les projets de développement. Nos mairies doivent recruter le personnel qualifié
Pour bénéficier de l'expertise, nous devons avoir de nouvelles mairies, non pas celles qui par le passé se chargeaient juste d'enlever les ordures dans la ville. Nos collectivités sont des niches d'opportunités économiques qui ne sont pas mises en valeur. Le Cameroun n'est que la résultante des 360 collectivités territoriales. Le développement ne peut que partir de là. Les collectivités territoriales doivent recruter le personnel de qualité. Le maire de Yaoundé 7 n'a pas totalement raison. Vous n'avez qu'à observer la qualité des projets qui en sortent. La mairie de Paris a 11,4 milliards d'euros de budget. Jean Honoré, merci à vous. Alors, avant de prendre la suite de ces messages, nous allons du côté de Yabassi pour recueillir le premier avis, la première analyse du maire Jacques Maboula. Il a été en fonction de 2013 à 2020. On l'écoute, on revient pour la suite. Bonjour à Serge Epo. Je suis heureux et en santé d'être l'invité de votre panel ce soir. Je voudrais premièrement dire une chose. Notre Constitution dit que nous sommes un État unitaire décentralisé. Mais en réalité, sommes-nous un État unitaire décentralisé? Ma première réponse, c'est que nous ne sommes pas un État unitaire décentralisé. Nous sommes un État unitaire centralisé. Nous sommes un État unitaire centralisé. Pourquoi? Parce qu'aucune commune n'a la maîtrise de la progression de son développement. Pour la simple raison que toutes les ressources sont centralisées et il n'existe aucune loi en matière de décentralisation affectant les ressources collectées aux collectivités territoriales décentralisées. Tout dépend du bon vouloir d'un ministère. Le ministère de la décentralisation est en réalité le ministère de la recentralisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ministère est le seul à décider de quelles ressources et quelles proportions il lui convient d'allouer aux collectivités territoriales. Ils vous diront, il y a des textes autorisant les communes à collecter des ressources. Eh bien, ceci reviendrait à dire simplement que on remet toutes les communes au même pied d'égalité. Comme pour dire que dans une famille, on mettrait sur le même pied d'égalité un enfant à l'école maternelle et un enfant ayant achevé son parcours professionnel d'architecte, de médecin, etc. Parce que les villes fortement développées comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Maroua ont certes des raisons de pouvoir se bomber le torse d'avoir un nombre de ressources propres, mais qu'en est-il de villes comme Meiganga, comme Yokadouma, comme Yabassi, comme pas Bamenda forcément, mais peut-être comme Batibo, etc. Ces villes sont des villes en naissance, en formation, qui ne bénéficient en réalité que de faibles ressources sur des productions animales, sur des productions agricoles, sur de la débrouillardise. Donc c'est des ressources insignifiantes que l'État même n'arrive pas à collecter. Toutes les ressources sont centralisées. Je vous prends l'exemple, par exemple, des communes forestières. Qui décide des ressources affectées aux communes forestières? C'est un individu, pas une loi choisie et désignée et votée par le peuple. Ça veut dire que le ministre des Forêts peut, à sa guise, à sa convenance, décider du pourcentage qui sera alloué aux communes, ce qui est une entorse même à la souveraineté du peuple. Les lois attribuant les ressources aux communautés
et aux collectivités doivent être des lois votées en assemblée. Si vous voulez parler de décentralisation, vous commencez par parler de souveraineté du peuple qui décide du pourcentage des ressources qu'on affecte aux collectivités territoriales décentralisées. Voyez-vous, au grand dialogue, il avait été décidé qu'on affecterait 15% du budget national aux collectivités territoriales décentralisées. Est-ce le cas à ce jour? Je dis bien non. S'il y a une raison pour laquelle le peuple camerounais devrait descendre, réclamer son rétablissement de droits fondamentaux au regard de la Constitution, c'est bien sur la décentralisation, parce que le Cameroun n'est pas un État unitaire décentralisé. Et quand on a dit cela, il y a urgence de décentraliser au regard des textes et lois de la République, parce que à ce jour, c'est de la débrouillardise, c'est du tâtonnement. Le ministre de la décentralisation, en tant que ministère de la recentralisation, a décidé d'allouer, par exemple, 100 millions de francs CFA à chaque municipalité, ce qui est une injustice grave. Avec 100 millions de francs CFA, vous avez à peine de quoi faire un ouvrage d'art. Et je dis bien, c'est une injustice. Dans une république, les collectivités territoriales ont l'obligation d'être à mesure d'assurer au moins l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, aux loisirs, aux jeux, au logement et aux infrastructures de base. Est-ce que les municipalités reculées telles que Yingui, Kronjok, Ndobian et je dirais bien toutes ces municipalités comme Minta et autres, est-ce que ces municipalités ont les ressources nécessaires pour assurer l'égalité de chances, l'égalité de droits, de devoirs à toutes les populations de leur localité? Je dis non. Non. Pourquoi? Parce que bien, il y a ce qu'on appelle l'enracinement de la sistana, de la dépendance envers l'administration centrale, ce qui est une injustice grave. Merci au maire Jacques Maboula pour cette première contribution à ce débat. Dans la suite de ce que disait le maire, je vous lis un message qui vous est adressé précisément. Augustin Tamba, c'est le maire de Massok qui écrit: Massok-Soloulou héberge le plus grand barrage hydroélectrique du Cameroun, mais est l'une des mairies les plus pauvres du Cameroun, sans impact économique sur le développement de cette mairie. Et certains de nos téléspectateurs s'offusquent de cette approche que vous proposez, estimant que dans la typologie des mairies, il faudrait concéder la meilleure part aux grandes métropoles, Douala, Yaoundé, ville stratégique, Kribi, Limbe. Les mairies des zones rurales ont des problèmes aussi importants, selon certains Camerounais qui nous écrivent, que Douala, Yaoundé, malgré la différence sur le plan démographique. Alors, je pense qu'on est en train de se noyer dans un verre d'eau. C'est votre confrère de... Oui, on est en train de se noyer dans un verre d'eau. Je voudrais rassurer le maire de Massok, son loulou, que peut-être qu'il n'a pas bien appréhendé mon approche. D'ailleurs, je voudrais rappeler haut et fort que son loulou, dans les considérations stratégiques, fait partie des communes dont il faudrait tenir compte dans un certain nombre de choses. Mais une chose est tout à fait claire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas traiter les problèmes de Douala, de Yaoundé, des chefs-relieux des régions comme les problèmes qu'on traiterait dans une des communes que nous respectons, la plus petite commune du Cameroun. Voilà, partout dans le monde, on ne va pas inventer des théories au Cameroun qui n'existent nulle part au monde. Partout dans le monde, c'est le même traitement. On essaie quand même de procéder à une classification pour faire un traitement objectif dans une péréquation qui répond à quelque chose de valable en tenant compte d'un certain nombre de critères qu'on ne va plus réévoquer ici. Et on ne va parler que de la ressource, des ressources affectées par l'État. Je souhaite qu'on
puisse quand même aborder la phase l'investissement, de communes de production, de la nouvelle lecture même des communes aujourd'hui, parce que moi, ma perception de la commune, c'est que la commune devrait être un moteur de croissance, une institution qui devrait porter de la valeur ajoutée avec des nouvelles structurations en fonction du potentiel économique local. À son loulou, on peut développer la pêche, mais le maire de son loulou me développera qui n'a pas d'argent pour le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mettre en place des mécanismes d'accompagnement des communes en fonction de leur potentiel économique local. Il faudrait mettre des instruments en place, il faudrait réformer le FECOM, il faudrait développer une coopération internationale fondée sur le développement de nos ressources propres, des ressources internes endogènes à nos collectivités territoriales décentralisées. Apprenons aussi à nous autonomiser. Faisons des plans communaux de développement qui répondent à des critères endogènes qui sont tout à fait calqués sur des réalités locales. Je pense que notre discussion ne va pas se focaliser que sur les transferts de ressources de l'État. Sinon, nous avons tout fait faux. À un moment donné, il faudrait penser avec l'avènement des régions. Là, je vais parler sous le contrôle du président Bédjigui. Les régions devraient être ces instances de réflexion stratégique qui devraient mettre en place un certain nombre de mécanismes pour développer les collectivités territoriales décentralisées. Et on fera surtout appel à la coopération internationale. Donc l'État, effectivement, a un rôle à jouer là-dedans. Précisons qu'en matière de coopération internationale, à proprement parler, coopération avec les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, et il y a la coopération décentralisée avec les autres communes. Oui, la proposition vaut la peine. Je vous remercie de cette pédagogie. Pour nos téléspectateurs. Vous êtes un homme de terrain pour nos téléspectateurs. Oui, je vous en remercie. Je voudrais tout simplement dire, la coopération décentralisée a tout son sens, mais je voudrais dire que tout mérite un encadrement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes président d'un syndicat de communes dans le Fundi, est-ce que vous avez le sentiment que les communes au Cameroun profitent véritablement des avantages de cette coopération décentralisée? Est-ce qu'on va glaner des projets comme ça auprès des autres communes à travers le monde, en Europe, en Asie, en Amérique latine? Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit tout à l'heure en amont, quand on a démarré cette émission, qu'il faudrait développer un certain nombre d'opportunités qui permettraient à nos collectivités territoriales de mieux s'épanouir, de mieux s'autonomiser et de mettre en valeur, on a parlé du marketing territorial, mieux vendre leur potentiel économique local. Voilà, même le sol, la terre est un potentiel économique important pour l'agriculture. Le tourisme, etc. Il y a des choses à faire. Il y a le bois, on peut faire des technopoles. On peut le faire, mais monsieur le maire, il faut une expertise. Il faut une expertise. Lorsqu'on est dans une commune où on n'a pas d'électricité, on n'a pas de C'est pour ça que nous avons parlé d'accompagnement, d'encadrement de l'État qui devrait mettre en place un certain nombre de facilités. Et je voudrais également dire, vous faites bien de parler de l'énergie aujourd'hui. L'énergie pose un souci. Mais je voudrais rappeler que le Cameroun est entré dans une zone sous programme d'ajustement structurel. Monsieur le président Bédjigui, qui est à côté de moi, est très bien placé pour en parler. On nous a interdit pendant 20 ans d'investir. Nous n'avons le droit d'alimenter que l'éducation et la santé. L'éducation de base et la santé. Est-ce que ce n'est pas un prétexte on ne peut pas parler de prétexte parce que tout à fait, nous étions souscripteurs. Le Cameroun n'est pas un îlot dans le monde. Nous avons souscrit avec des institutions de Bretton Woods qui, effectivement, justifier la répartition des ressources. Au bout de 20 ans que nous avons passé sous ces contraintes, nous avons été libérés, nous avons été libérés. Et quand on fait le décompte des projets qui sont mis en place aujourd'hui
dans le secteur énergétique. Nous allons parler de Lompangar, qui est un barrage réservoir, 77-80 milliards de francs rien que pour la construction du barrage. L'usine de production, 30 mégawatts, je crois, 30 milliards de francs. Memvele, je crois que nous sommes à 170-200 milliards. Qui cote, nous avons Natigal, qui est en chantier. Et puis il y a d'autres projections. Voilà, nous avons 6 à 7 barrages qui sont là et c'est un potentiel hyper important. Nous allons chercher à des milliers de milliards. Cette politique a été mise en place pour effectivement accompagner le secteur industriel, parce qu'on ne peut pas parler du développement sans parler de l'industrialisation, sans parler de l'autonomisation, parce qu'il y a des problèmes d'échange, il y a des problèmes liés aux importations, à la balance commerciale, à la balance de paiement. C'est un peu de ça qu'il s'agit, et la collectivité territoriale décentralisée doit jouer pleinement son rôle sous l'encadrement de l'État. C'est là le sujet. Et chaque commune devrait déjà, à son niveau, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de communes au Cameroun qui n'ont pas construit un PCD. Et il y en a également qui ont construit. Il y en a également qui ont construit des PCD excellents. Le PNDP a aidé. C'est le PNDP avec ses limites également. Aujourd'hui, je me réjouis que ce soit également une institution qui se reconstitue, parce que mon expérience a été tout à fait malheureuse avec le PNDP, qui a refusé de financer mon plan communal de développement parce qu'il était ambitieux. Et ça, c'était une formule que la Banque mondiale nous imposait en son temps, mais fort heureusement, il faut féliciter cette institution qui a évolué dans l'approche stratégique qui présidait à l'élaboration de nos plans communaux de développement, qui en réalité sont les boussoles de développement pour le développement de nos collectivités territoriales décentralisées. Donc, ce pan autonomisation, ce pan accompagnement, encadrement de l'État est important. Et c'est de ce débat-là qui est important, si jamais, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est très très important que l'État accepte d'affecter le minimum de 15% qui a fait l'objet d'un consensus qui a été promis au peuple camerounais pour qu'on lâche un peu la structure centrale, pour que les maires puissent faire leurs preuves et qu'il y ait quand même enfin de quoi noter les maires, les communes. Je pense que c'est dans cette... Alors, oui, j'écoutais avec beaucoup de plaisir. Avec un brin d'amusement aussi. Non, pas du tout, parce que je tressaillais chaque fois qu'il évoquait l'encadrement de l'État. Justement, parce que s'il y a une chose pour laquelle je prêche, c'est justement que l'État se tienne le plus long possible des collectivités locales décentralisées, notamment en matière de financement. Ce sera quand même un risque. Vous permettez? Il y a le risque des dérapages également. Vous permettez? Pourquoi je le dis? Parce que la commune, c'est une personne morale, mais c'est surtout une entité financière. C'est un démembrement de l'État d'abord. Oui, c'est un démembrement de l'État en termes de gestion des intérêts des collectivités et des communautés, c'est clair, mais c'est une personnalité juridique et surtout une entité financière, il faut le savoir. Et qui dit entité financière dit capacité à attirer l'argent ou à lever des fonds. Aux États-Unis, 80% des investissements locaux sont financés par les communes. Par quel biais? À la bourse de New York, il existe tout un département qu'on appelle, c'est une espèce de chambre d'émission des muni-bonds, c'est-à-dire où les communes émettent des obligations à longueur d'année pour leurs infrastructures locales. Et l'accompagnement du gouvernement, s'il faut bien en parler, a consisté tout simplement à détaxer ces bénéfices tirés de ceux-là qui investissent dans les bons municipaux.
Ça, c'est une forme d'accompagnement du gouvernement. Mais maintenant, il faudrait seulement qu'on s'assure, ou alors plutôt, quand on observe plutôt nos dispositifs que nous avons mis en place, une démarche comme celle-là, qui devrait pousser les communes à aller chercher elles-mêmes l'argent, plutôt que d'attendre les CAC. C'est quoi les CAC? C'est ridicule ça. Plutôt que d'attendre même la dotation de la Nous partageons cette approche, Monsieur le Président. C'est dérisoire par rapport aux capacités qu'ont les communes. Une commune comme celle du maire Tamba, mais enfin, elle peut lever à travers le monde des dizaines, voire des centaines de milliards de francs. Rien que quand on voit un peu le potentiel du territoire qui est le sien. Ma commune à Monatélé, nous pouvons lever 50 milliards de francs, parce que avec le site extraordinaire que nous avons, nous sommes au bord de la Sanaga. La ville est construite au bord de la Sanaga, sur un plan d'eau absolument... c'est lui qui me parlait un jour d'une plage du côté de Manco. Non, Monatélé présente des caractéristiques tout aussi alléchantes que... C'est similaire. Mais seulement aujourd'hui, si je m'en vais, même en utilisant mes relations, essayer de faire venir 50 milliards à Monatélé, il faut passer par les fourches codines de tous les fonctionnaires là, de la République qui, parce qu'elles ne comprennent pas mon projet ou parce qu'elles estiment que c'est trop, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, trop hardi, ils vont couper, vont tuer ces projets. Vous comprenez quand même la nécessité de la régulation pour éviter des flux financiers illicites, blanchiment d'argent. Il y a quand même une nécessité de régulation. Vous savez. Moi, je vous poserai la question dans ce modèle-là. Vous parlez de l'attraction des financements. On pourrait peut-être spécifier l'attraction des investissements. C'est-à-dire une commune comme Monatélé qui a un potentiel agraire énorme, attirer touristique. Attirer des entreprises qui viennent s'installer. La mairie prendrait par exemple des participations. Forcément. Voilà, ça permettrait sauf que, et j'insiste dessus, l'encadrement du gouvernement dans la situation actuelle ne permettrait pas que nous puissions développer ce genre de Est-ce que c'est la faute au gouvernement ou ce sont les mairies qui manquent d'expertise et de vision globale je pense dans que cet élan? L'argument là du manque d'expertise des communes ne peut plus prévaloir. Parce que si vous avez... Parlons d'expertise, de manière précise. Lorsque vous avez un maire dans une localité, prenons le maire de Touboro, qui est préoccupé par ces réalités en zone rurale, il n'y a peut-être pas souvent d'électricité, pour aller chercher des investisseurs à l'étranger, vous êtes un expert, vous avez été dans ce domaine, ce sont des cabinets pour les levées de fonds. Ce n'est pas le maire en zone rurale qui n'a pas toutes les disponibilités. Non, mais je voulais quand même attirer votre attention. Alors, je ne sais pas quelle était la texture des cuvées enterrées de mer, mais cette année-ci, là, où moi je suis entré dans ce jeu-là, parce que je crois que tous les hommes politiques doivent commencer par là. On n'attaque pas la compétence des maires, mais la disponibilité. Ce n'était pas différent avant, la disponibilité à respectez tout ce qui était là. Alors, vraiment, je me dis, moi, le profil des maires que moi je côtoie, je vous assure, me semble tout à fait être à bonne hauteur pour aller chercher ces fonds-là. Ils peuvent. Ce qui les freine, ce sont toutes ces restrictions à caractère bureaucratique qui, d'une manière ou d'une autre, sont inclus dans ce document-ci. Cet article 76 ne permet pas à un maire aujourd'hui de se lever et de dire « Monsieur, je m'en vais chercher de l'argent ». Or, je le disais sur un plateau de télévision ailleurs, je disais que maintenant... Il faut des autorisations. Non, oui, mais il faut trop d'autorisations, ainsi de suite, parce qu'après tout, c'est les responsables qui négocient ces choses-là. L'investisseur qui vient prêter de l'argent, que ce soit dans le cas de la coopération ou bien que ce soit dans le cas des investissements directs étrangers, ces gens qui étudient les dossiers, n'importe comment. Si l'affaire n'est pas rentable, il ne vous apportera pas ces millions d'euros ou de dollars ou des milliards de francs CFA. Non, il ne le fera pas. Et même la personne qui elle-même... Vous ne pouvez pas quand même dénier la responsabilité de l'État parce je ne dis pas. On engage les ressources de la commune pour aller faire ces recherches de financement. Oui. Il faut s'assurer de la fiabilité et les ressources de la commune qui se sont engagées. Oui. C'est bon et mais oui, bien sûr, ça, je ne le dénie pas. Mais il ne faut pas que le poids justement de ces contrôles ou de ces restrictions soit tel qu'à la fin, les communes restent infantilisées. Parce que sur le registre actuel, sur le modèle actuel de fonctionnement ou de capacité de recevoir l'argent des communes, moi je considère qu'elles sont absolument infantilisées. Dites-moi un peu, quel emprunt a été émis, c'est pas moi,
à la bourse de Douala par le syndicat de communes de Yaoundé pour réaliser telle carrière ou telle autre opération la bourse sous-régionale, les entreprises privées pour la plupart déjà. Pourtant, et même justement, or ce sont des entités comme les bourses, mais comme des communes qui peuvent animer, n'est-ce pas, l'activité d'une bourse sous-régionale comme la nôtre. Alors, je voulais chuter par là en disant que pour que les investissements au niveau des communes deviennent une réalité et que celles-ci deviennent, comme le disait le maire Tamba, vraiment des vecteurs de croissance, il faut que cette espèce de carcan sous lequel elles sont maintenues et qu'on appelle le contrôle de l'État, il faut qu'on desserre ce contrôle de l'État-là et qu'elles soient un peu plus libres et qu'elles aient la possibilité de s'essayer, quitte à ce qu'après, on essaie de voir de quelle manière l'affaire peut être... J'ai horreur du terme encadrement. L'affaire peut être canalisée. Parce que le terme encadrement, ça bloque tout. Et ça bloque tout, pourquoi? Parce que comme nous avons un modèle de gestion de notre économie qui veut faire reposer sur l'État l'essentiel de la charge du financement de l'économie. Or, l'État ne devrait être qu'un régulateur. La capacité de mobiliser de l'argent à l'intérieur ou à l'extérieur incombe aux agents économiques. Et je dis la commune en est un. Il faut donc les laisser les communes développer ou déployer ces capacités-là. Parce que si on ne le fait pas, elles sont... Moi j'ai vécu j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup... j'étais très surpris. Voyez-vous, je prends une commune lambda. Elle a 2-3 mois d'arriéré de salaire. OK? Et à côté de ça, parce que les recettes sont très très faibles, les recettes directes sont faibles, elle est obligée d'attendre les centimes additionnels. Les centimes additionnels. Les centimes additionnels sont une ressource stable et connue. Voyez-vous? Tout simplement parce que il n'y a pas ce réflexe-là de capacité à chercher l'argent ou capacité à régler les problèmes financiers. Il était très simple de prendre ce document-là qui promet les régimes, les centimes additionnels, aller voir un banquier, dire au banquier, bon voilà, moi je reçois chaque trimestre des centimes additionnels en moins de 40-50 millions. Je voudrais que vous me mettiez en place une ligne de découvert. Je fais une avance de trésorerie. Pour que mon personnel ne souffre plus d'arriérés de salaire. Voyez-vous, j'ai observé qu'il était très difficile que certains maires comprennent ça. Plus attention, il faut travailler comme une entité économique. Et plutôt que d'avoir un personnel qui est tout à fait désabusé, parce que vous avez des gens dans les zones rurales, le type il met 4 mois, il n'est pas payé. Alors que c'était simple. Vous allez avec une attestation de virement irrévocable, vous avez la notification, l'attestation que vous êtes une commune, que vous allez bénéficier. Vous allez voir un banquier, vous met en place un découvert de 50 millions et chaque mois vous payez vos 4-5 millions de francs de salaire. Quand les centimes additionnels viennent, vous payez ça et vous êtes en ligne. C'est cette capacité, cette agilité-là que ceux qui gèrent les communes aujourd'hui doivent acquérir. Et ils doivent l'acquérir vraiment en même temps que ceux qui en face sont chargés d'assurer leur tutelle, n'est-ce pas, desserrent un peu le nœud gordien que j'évoquais tout à l'heure. Alors, mais très bien, Président Bedjigui, je suis un peu peiné, très très embêté, je voudrais vraiment le dire, parce que j'ai l'impression au début de cette émission qu'on était d'accord sur un principe, c'est-à-dire l'affectation des ressources qui pourraient permettre aux collectivités territoriales de s'épanouir, de faire des PCD, de faire des programmes, de faire des plans sur mesure, de mener des études. Mais aujourd'hui, si nous parlons d'encadrement de l'État, je pense que l'encadrement de l'État est incontournable. Attendez. Oui, voilà, c'est incontournable parce que la CTD est une personne morale de droit public.
avec d'accord une là-dessus. autonomie juridique Augustin, on est et d'accord là-dessus. patrimoniale. On est là sur les solutions. Alors, oui, mais... On parle oui, de l'attrait des investissements à la base. Non, pas les non, localités. nous sommes en train d'y arriver parce Sur le qu'il principe, on est d'accord. il a défini la collectivité, la CTD tout à l'heure, et je recentre un peu le débat en ramenant la définition qui sied d'être Il plaidait pour une présentée. plus grande autonomie. Oui, mais l'autonomie, oui, je comprends. Il parle de l'émancipation, il évoque l'émancipation des communes et des dirigeants des communes. Surtout quand on parle de décentralisation. Parce qu'il faut dire... La jeunesse du président Bédjiki dans l'exercice peut l'amener à ce genre de concept. C'est normal. Mais je voudrais dire, je prendrai l'exemple de la commune que je dirige à Yaoundé 7. Nous avons fait un PCD ambitieux, on s'est heurté justement au PNDP, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que je félicite et que je remercie parce qu'ils ont continué à nous accompagner par la suite. Et intellectuellement, ils ont été honnêtes, ils ont reconnu qu'il y a eu un problème d'accompagnement quelque part qui n'a pas bien fonctionné. Nous avons engagé un projet ambitieux de mise en place d'une carrière municipale pour accroître notre capacité de récolte de notre assiette financière. Et il fallait 150 millions de francs pour financer ce projet. Au niveau du FECOM, le FECOM ne finance pas encore les études. Ils sont en train de mettre en place des mécanismes pour accompagner les communes ambitieuses qui veulent monter des études. Et je peux comprendre la frilosité du FECOM à financer les études. Ce serait très facile d'avoir le premier Kidam qui viendrait proposer des services d'études. On irait d'études en études. Aujourd'hui, le FECOM est en train de revoir les conditions d'accompagnement des études, des communes qui veulent monter des études. Donc, il y a ce problème qui s'est posé chez nous. Nous avons dû faire appel à une ingénierie privée pour capitaliser les 150 millions dont on avait besoin pour pouvoir monter notre business plan et qui figure aujourd'hui dans le passif de l'entreprise communale d'investissement qui a été mise en place. Parce que si l'État n'accompagne pas aujourd'hui, si l'État ne met pas en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de nous épanouir, et d'ailleurs, sous ton propre contrôle, Célestin, je voudrais que tu comprennes que dans la coopération, il y a beaucoup de conditionnalités. D'ailleurs, il y a des institutions qui vous disent, nous travaillons avec l'État et c'est l'État qui vous accompagne. Donc, nous ne travaillons pas, nous sommes Camerounais, nous travaillons avec les pays étrangers et il y a des règles internationales qui sont au-dessus des lois nationales. Soyons d'accord là-dessus. Donc, l'accompagnement que vous refutez, je ne refute pas. ne peut pas disparaître. Oui, je suis d'accord. Le nez gordien sera desserré quand nous aura affecté au moins les 15%. Ça va nous donner une marge de manœuvre d'épanouissement financier qui permettrait de faire un certain nombre de choses dans une forme d'autonomie, de renforcer la ressource humaine. Et là, on pourrait faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, je voudrais évoquer quelque chose de très important, le développement, puisque nous parlons des communes. La commune, c'est la prise en charge aussi de la misère sociale, le traitement du chômage, oui, et de la pauvreté. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, la nouvelle économie a intégré ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et beaucoup de Camerounais semblent oublier qu'il y a un ministère qui a la responsabilité de développer l'économie sociale. Le ministère des PME, de l'artisanat et de l'économie sociale. C'est un pan qui n'est pas suffisamment développé. On procède encore à des saupoudrages. Alors que l'environnement international aujourd'hui est favorable au développement de ce type de concept qui consiste à mutualiser les populations pour les aider à se structurer sous forme de coopératives, créant maintenant un champ d'accompagnement favorable au financement, à l'appel des financements internationaux. Aujourd'hui, la Corée du Sud, la France, l'Union européenne, tout le monde veut venir investir au Cameroun dans l'économie sociale et solidaire, mais il faudrait déjà qu'on ait structuré nos collectivités, que nos collectivités soient aptes et que l'État joue son rôle de facilitateur.
C'est pour ça que je voulais reprendre le président par rapport à ce terme d'encadrement et d'accompagnement. Je pense que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce que à la petite nuance près que lorsque moi je regarde la structure du financement des activités d'une commune, bon, d'un côté je vois les impôts directs perçus par la commune, je vois ensuite les appuis venant de l'État central. Ensuite, je pense que ces deux rubriques-là ne devraient pas excéder plus de 40%. Et que le reste, les 60%, doivent provenir de l'action proactive de la commune, des ressources de la commune, en direction d'entités privées ou non étatiques, à condition que l'objet du financement soit licite. Et je parle là du fameux modèle américain où je vous dis que l'essentiel... D'ailleurs, j'organisais des séminaires à New York à ce sujet, et souvent c'était les membres des exécutifs locaux de l'Afrique de l'Ouest qui venaient. La dernière fois que j'ai eu un Camerounais, c'était Abega, le maire Abega qui était venu. Le maire Abega. Il est mort un mois après, parce que justement, on essayait de pousser les maires à ce que il faut qu'ils aient la conscience qu'ils peuvent engager la mairie sur des terrains comme mettre des emprunts qui permettent qu'ils résolvent des problèmes d'infrastructure qu'ils ont sans forcément avoir à s'appuyer ou attendre de l'État que l'État leur procure tout ce qu'il faut pour qu'elles satisfassent leur population. Très bien. Cher monsieur, nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons prendre quelques messages avant peut-être le dernier mot du maire Augustin Tamba. Le PCD est certes, encore Jean Honoré qui nous écrit, le PCD est certes intéressant en tant qu'outil de planification, mais il est limité. Les collectivités doivent être dotées des documents de planification urbaine, plan d'occupation des sols, plan sommet d'urbanisme et plan de secteur, et des stratégies de marketing territorial qui est un document qui permet de vendre son territoire. Tout autre message... Bonsoir le plateau, parlant des investissements, j'aimerais savoir si les mairies nouvelle génération ont désormais les capacités de financer les projets des jeunes de leur localité, Beiroti, Bengon. Bonsoir, juste pour attirer votre attention, que vous dire que oui, le maire de Yaoundé, effectivement, ça a été corrigé. Un dernier mot, Augustin Tamba. Nous allons certainement, au vu de l'intérêt de ce débat, nous allons certainement organiser une deuxième édition de ce débat pour envisager les solutions innovantes de financement, les stratégies de marketing territorial, les levées de fonds, les fundraising, également le crowdfunding, le levée de fonds via le digital, parce que c'est aujourd'hui une nécessité pour les communes d'avoir des pistes de solutions innovantes. Je vous laisse le dernier mot pour clôturer cette émission. Alors, je voudrais tout simplement remercier déjà tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Vous remercier pour votre invitation, remercier le président Bédiki qui était sur ce plateau et féliciter le gouvernement de la République qui a, je le répéterai toujours, qui a fait un travail héroïque en très peu de temps pour mettre en place un code sur la décentralisation qui peut accompagner l'épanouissement des collectivités territoriales décentralisées. Nous implorons quelque chose. Nous demandons à l'État de bien vouloir mettre en place, si cela était possible dès 2021, au moins 15% de la dotation du budget de l'État en direction des collectivités territoriales décentralisées pour un meilleur épanouissement, pour les aider à se structurer, à organiser, mettre en place des instruments comme la cartographie du potentiel économique local du Cameroun. Il est important, touristique, agricole, machin, on peut compter tout cela, ce qui va permettre et favoriser effectivement le développement intégré dans les lois des finances de 2021 par exemple. Un système d'accompagnement, monsieur le président Bédiki, pardonnez-moi, un fonds capable d'accompagner en fonds de contrepartie pour les emprunts extérieurs, des facilités pour pouvoir
faire des échanges entre les collectivités territoriales étrangères et les collectivités territoriales camerounaises et surtout des entreprises qui bougent à l'intérieur de nos collectivités. Parce qu'en réalité, si on parle de moteur de croissance, ce n'est pas la commune en tant que telle, parce que l'État n'a pas vocation à créer des entreprises, à faire des profits. Nous, à Yaoundé 7, on a mis en place une société faîtière qu'on appelle Société communale d'investissement, qui est un véhicule qui porte les valeurs économiques de la commune. C'est à peu près ce que l'État, en son temps, avait fait avec la Société nationale d'investissement, qui pourrait, par exemple, se structurer pour accompagner les PME qui essaient de se mouvoir dans nos collectivités. Et je remercie enfin cet artisan inlassable du phénomène de décentralisation. Je veux parler du président de la République qui a le réflexe facile pour nous accompagner. Merci à vous, Augustin Tamba, maire de Yaoundé 5. Merci à vous, Sa Majesté Célestin Bédigui, président du PAL également. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous disons également un grand merci au maire Jacques Maboula de Yabassi, ancien maire de 2013 à 2020. Merci également au maire Célestin Yanda. Nous prenons rendez-vous mercredi prochain pour une deuxième édition pour envisager les solutions innovantes du financement des collectivités territoriales décentralisées. Nous disons un grand merci à l'équipe de production, Jacques Bitiébia à la réalisation et la diffusion était sous le contrôle de Landritia. Un grand merci, mais également nos condoléances et nos mots de soulagement au président directeur général Dieudonné Vin qui a perdu son père. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Restez scotchés au programme d'Info TV. Protégez-vous et protégez toute la communauté. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.